On a tous déjà été un jour scotchés devant une volée d'oiseaux qui changent de direction dans le ciel, en parfaite synchronisation. Ou alors on a observé un marché économique s'ajuster de lui-même en pleine crise mondiale. Face à ça, une question fascinante se pose toujours. Mais qui dirige tout ça en coulisses? Eh bien, la réponse est complètement dingue. Absolument personne. Il n'y a pas de chef. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des mystères les plus profonds de la science moderne. On va décrypter ensemble comment des systèmes extrêmement complexes arrivent à apprendre, à évoluer et à s'adapter sans le moindre commandement central. Et pour ça, on va s'appuyer sur les travaux littéralement révolutionnaires d'un chercheur visionnaire, John H. Holland. En fait, tout le travail de John Holland au fameux Santa Fe Institute est parti d'une seule et unique question. Une obsession presque. Quel est le mécanisme précis par lequel un système complexe s'adapte? Holland ne se contentait pas de belles métaphores sur la nature. Il voulait trouver la mécanique pure, les rouages exacts de cet ordre décentralisé. Et ce qu'il a fini par prouver mathématiquement bouleverse complètement la façon dont on doit voir le monde, la biologie et même le fonctionnement de nos propres entreprises. Alors, comment on va aborder tout ça? C'est simple, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va commencer par l'énigme de l'adaptation, enchaîner avec les 4 propriétés fondamentales d'un système complexe, puis on verra ces 3 mécanismes clés. Ensuite, on passera aux choses sérieuses avec les algorithmes génétiques, la modélisation multi-agent, pour finir sur une idée percutante, le paradoxe de la diversité. Allez, c'est parti avec notre première grande étape, l'énigme de l'adaptation. La première erreur qu'on fait tous, c'est de confondre compliqué et complexe. Prenons un moteur d'avion. C'est super compliqué, il y a des millions de pièces. Mais si on enlève une pièce bien précise, un ingénieur va pouvoir prédire exactement quelle sera la panne. C'est prévisible. À l'inverse, un système adaptatif complexe, c'est une toute autre bête. C'est un réseau dynamique. Si on en retire un seul petit agent, ça peut déclencher une réaction en chaîne et une réorganisation totalement imprévisible à travers tout le réseau. En bref, la complexité ne vient pas du nombre de pièces, mais de leurs interconnexions. Pour vraiment saisir l'idée, il faut écouter la définition fondatrice de Holland lui-même. Il disait qu'un système adaptatif complexe est un réseau dynamique composé de nombreux agents, et surtout que le résultat global vient d'un nombre immense de décisions prises à la seconde par ces individus. Le point clé à retenir ici, c'est l'absence de chef d'orchestre. L'intelligence du système, elle émerge par la base, par un mélange permanent de compétition et de coopération décentralisée. Si on décortique un peu l'anatomie de ces systèmes, on retrouve toujours 5 piliers incontournables. C'est un réseau qui n'est jamais figé, il change tout le temps. L'action y est parallèle, il n'y a pas d'ordre qui descend en séquence du sommet. Chaque élément réagit en permanence à ce que font les autres. Le contrôle est strictement 100% décentralisé. Et au bout du compte, on obtient un comportement global qui a du sens, qui est cohérent. C'est ce qu'on appelle l'émergence. Ce qui nous amène à la section numéro 2, la structure même de ces systèmes, définie par 4 propriétés fondamentales. La toute première propriété, c'est l'agrégation. Il faut bien comprendre que, face à un monde infiniment chaotique, ces agents doivent simplifier la réalité pour survivre. Et ils font ça en catégorisant. Le système définit un problème, zappe complètement les détails qui ne servent à rien, regroupe les éléments qui se ressemblent, et boum, il crée ce qu'on appelle des méta-agents. Pensez au système immunitaire. Des millions de cellules très basiques s'agrègent pour former une superstructure capable de mémoriser et de traquer des virus complexes. Seules, elles ne sont rien. Ensemble, elles forment une armée intelligente. Deuxième propriété, la non-linéarité. Et c'est là que ça devient fou. Dans un système classique, si on double l'effort, on double le résultat. C'est linéaire. Mais ici, les règles changent. L'équation logistique illustre ça parfaitement. Si on modifie ne serait-ce qu'un tout petit peu le paramètre R, qui représente le taux de croissance, le système peut basculer d'un équilibre parfaitement calme à un chaos absolu. Dans un système complexe, une cause minuscule peut avoir des effets monumentaux ou complètement dévastateurs. Troisième point, la dynamique des flux. Que ce soit de l'énergie, des informations ou de l'argent, tout circule à travers un trio de base, un nœud, un connecteur et la ressource elle-même. Mais ce qui est magique, c'est l'effet multiplicateur. Une ressource qui entre dans ce réseau ne fait pas qu'y passer, elle s'amplifie. 1 euro dépensé dans l'économie d'un quartier va circuler, passer de main en main, être réinvesti, et à la fin, il aura généré beaucoup plus qu'un seul euro de valeur économique globale. Et la 4e propriété de la structure, c'est la diversité. Et attention, ce n'est pas juste un paramètre de départ sympa à avoir, c'est le moteur continu de l'adaptation. Cette diversité se régénère de 2 façons. Soit, par extinction, un agent disparaît et laisse un vide écologique qu'un autre vient combler. Soit, et c'est fascinant, par l'amplification du succès. Un agent qui réussit très bien crée autour de lui de nouvelles opportunités d'interaction, ce qui ouvre la porte à de nouveaux spécialistes. Autrement dit, le succès dans un système complexe ne crée pas de l'homogénéité, il crée encore plus de diversité. Bon, on a vu la structure. Passons à notre 3e partie pour voir les rouages internes, les 3 mécanismes clés. Le tout premier mécanisme, c'est l'étiquetage. Sans étiquette, le système serait complètement aveugle, toutes les rencontres seraient dues au hasard.
Mais grâce aux étiquettes, les agents peuvent se reconnaître et choisir avec qui ils interagissent. En biologie, les antigènes permettent à nos cellules de distinguer ce qui appartient à notre corps de ce qui est un intrus. Sur les marchés, les prix ou les marques sont des étiquettes qui créent la qualité d'un produit. Et dans nos relations humaines, les mots que nous utilisons sont les étiquettes ultimes pour filtrer et comprendre le monde. Le deuxième mécanisme est vital, les modèles internes. Les agents complexes ne sont pas des simples robots qui réagissent, ils anticipent l'avenir. Et pour faire ça, ils se construisent une représentation du monde. Ça peut être un modèle tacite, très basique, comme un réflexe ou une habitude qui se déclenche automatiquement, mais ça peut aussi être un modèle manifeste, une vraie carte mentale qui permet de simuler explicitement des scénarios et de planifier. Le système s'adapte en ajustant constamment ses modèles dès qu'il fait une erreur. Et le troisième mécanisme, c'est l'utilisation de blocs de construction. C'est une vraie astuce d'efficacité. Fabriquer une nouvelle solution de zéro à chaque fois qu'un problème inédit se présente, ça coûterait bien trop cher en énergie. Alors le système réutilise des composants qui ont déjà prouvé leur efficacité dans le passé, il les prend, il les combine de manière hiérarchique et il règle le problème. C'est un peu comme si le système utilisait des briques Lego pour construire des modèles infiniment complexes tout en économisant un maximum de ressources cognitives. Ce qui nous fait atterrir sur la section 4, comment Holland a prouvé tout ça mathématiquement avec les algorithmes génétiques. La question que Holland cherchait à résoudre avec les maths, c'est comment un système fait-il pour trouver son chemin dans un environnement ultra complexe. Faut imaginer ça comme la célèbre topographie de Sewall Wright, un paysage de fitness avec plein de collines et de vallées. Le grand danger pour un système, c'est de gravir une petite colline, de s'y installer confortablement et de rester coincé sur cet optimum local sans jamais voir qu'il y a un sommet bien plus haut caché dans le brouillard. Et la réponse à ce problème, c'est sa théorie des schémas. Holland a démontré que les algorithmes génétiques ne perdent pas de temps à tester chaque combinaison une par une. À la place, ils fonctionnent par parallélisme implicite. En gros, le système repère des tout petits bouts de code qui marchaient très bien, des schémas courts de haut fitness. Ces petites séquences gagnantes vont alors se multiplier de façon exponentielle et s'assembler avec d'autres pour créer des solutions de plus en plus robustes. C'est littéralement l'évolution, mais mise en équation. On passe à l'avant-dernière étape, section 5, de la théorie à la pratique avec la modélisation basée sur les agents. Pour vraiment voir la puissance de tout ça, prenons le modèle de ségrégation de Thomas Schelling, prix Nobel d'économie. Il a pris une grille tout simple et a placé deux types d'agents. Il a posé deux règles basiques. Premièrement, aucun contrôle central. Deuxièmement, une règle purement locale pour les agents. Un agent ne déménage que si moins de 30% de ses voisins lui ressemblent. Ça veut dire qu'il est d'accord pour vivre avec 70% de voisins différents de lui. C'est un niveau de tolérance énorme. Mais voilà, quand on lance la simulation, le résultat est une claque monumentale. Le système, avec ses règles ultra tolérantes et inoffensives, converge vers une ségrégation macroscopique presque totale. Personne n'avait l'intention de s'isoler, et pourtant, l'effet de groupe a créé des ghettos géants. C'est la leçon absolue de la complexité. On ne peut pas changer un système complexe en s'attaquant seulement aux intentions des individus. Si on veut changer la donne, il faut s'attaquer à l'architecture même de leurs interactions. Et c'est ce qui nous mène à notre toute dernière partie, la 6e, la plus philosophique et peut-être la plus importante, le paradoxe de la diversité. Ce fameux paradoxe, Holland l'a parfaitement quantifié. Maintenir des agents très différents dans un système, ça a un coût. À court terme, ça fait baisser l'efficacité parce qu'on garde en vie des stratégies sous-optimales. Si un système force tout le monde à s'aligner trop vite, la convergence dépasse le changement. Résultat, une solution dominante ultra performante mais d'une fragilité extrême au moindre soc extérieur. A l'inverse, si ça ne converge jamais, c'est inefficace au possible. Le secret absolu de l'adaptation, c'est l'équilibre. La diversité sacrifie un peu de productivité aujourd'hui, mais c'est l'assurance vie indispensable pour survivre aux crises de demain. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Cette théorie nous renvoie directement à la réalité de nos propres organisations. Si les mathématiques nous prouvent que la diversité est littéralement notre seule assurance contre l'inconnu, on est en droit de se poser cette question percutante. Sommes-nous en train de concevoir nos systèmes, nos entreprises, nos sociétés, uniquement pour l'efficacité immédiate d'aujourd'hui? Et si oui, sommes-nous en train de sacrifier notre survie pour demain? C'est la réflexion puissante que nous laisse l'étude des systèmes adaptatifs complexes. Merci d'avoir suivi ce décryptage.